Les Liens troublés est un balado d'aide aux proches offert en collaboration avec ANEB et grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour les proches aidants. ANEB est un organisme provincial à but non lucratif qui a pour mission première de garantir une aide spécialisée, immédiate et gratuite aux personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire ainsi que leurs proches, et ce, depuis plus de 35 ans. Bonjour, je m'appelle Sophie Azito et je suis l'animatrice du balado Les Liens troublés. En compagnie de Josée Champagne, la directrice générale d'ANEB, tout au long de la série, nous allons à la rencontre de spécialistes des troubles du comportement alimentaire. Nous allons également recueillir des témoignages et partagerons des outils dans le but premier d'aider les proches. C'est en comprenant mieux la maladie et ses enjeux que les proches seront capables de soutenir la personne qui est atteinte d'un trouble alimentaire et réunir les conditions favorables à sa guérison. La période de l'adolescence est un moment particulièrement fertile pour le développement des troubles alimentaires. C'est une étape de transition à travers laquelle les jeunes vivent d'importants changements à tous les niveaux. Physiques, psychologiques, sociaux. C'est une période à laquelle ils doivent s'adapter à des nouvelles réalités. Et parfois, le trouble alimentaire devient une solution afin de retrouver un équilibre ou un apaisement émotionnel à une période de vie où ça semble difficile de faire autrement. Avec l'aide de la Dr Dina Moubayed, nous en discutons. Dr Dina Moubayed a complété ses études médicales à l'Université de Montréal. Elle a ensuite entrepris une spécialisation en pédiatrie puis une surspécialisation en médecine de l'adolescence. Dr Moubayed termine actuellement une maîtrise en santé publique à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis, en plus d'une formation en administration des soins de santé à l'Université de Montréal. Elle pratique au CHU de Sainte-Justine comme pédiatre au sein de l'équipe de médecine de l'adolescence, où elle travaille principalement auprès des jeunes qui représentent un trouble du comportement alimentaire. Bonjour Dina. Bonjour. Bonjour Josée. Bonjour. Oui, on a beaucoup à couvrir parce que malheureusement, on entend récemment que les troubles alimentaires, les hospitalisations qui doivent être faites pour ça sont en augmentation, l'âge est de plus en plus jeune. Qu'est-ce que vous observez? Pendant la pandémie, on a vu une augmentation des hospitalisations et des consultations à la clinique des conduites alimentaires à Sainte-Justine. Donc, en 2020-2021, on a vu une augmentation de près de 200 % des consultations pour l'anorexie restrictive. Puis ça, c'est généralisé. Hein? À travers le Canada, c'est pas propre à Sainte-Justine, c'est pas propre à Montréal. Il y a une étude pan-canadienne qui est sortie en 2021 qui démontrait que c'était en fait partout dans les grands centres hospitaliers où il y avait des soins pour les patients qui ont des troubles alimentaires. Puis Sainte-Justine faisait partie de cette étude-là. On ne sait pas pourquoi, en fait. On sait que l'isolement social a eu un impact, que la présence des médias sociaux a eu un impact aussi, puis peut-être les messages qui étaient véhiculés sur les médias sociaux. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas retourné non plus actuellement à des niveaux pré-pandémiques. Ça reste haut. Ça reste plus élevé qu'avant. Plus élevé. C'est pas aussi élevé que pendant la pandémie, mais on voit qu'il y a quand même un peu plus de consultations, un peu plus d'hospitalisation. On n'est pas revenu aux chiffres avant pandémique. Oui, puis ça, on n'a plus les facteurs de la pandémie qui l'expliquent. Donc, c'est quand même... c'est pas tout à fait clair à savoir pourquoi on n'arrive pas à retourner à ces niveaux-là. Les réseaux sociaux, je sais qu'il y a une étude qui est sortie de Sainte-Justine en janvier 2023, si je ne me trompe pas, qui mentionnait malheureusement aussi le lien direct avec les réseaux sociaux. Oui. Bien, c'est sûr que le lien peut être fait. Après, on le sait que l'anorexie, si on parle spécifiquement de l'anorexie, c'est une maladie multifactorielle. Oui. Fait qu'on ne peut pas prédire est-ce que c'est vraiment les réseaux sociaux, est-ce que c'est la place de l'activité physique, est-ce que c'est... C'est un ensemble de facteurs. C'est un ensemble de facteurs, mais effectivement, les réseaux sociaux, puis quand on passe à la pandémie, certains messages qui étaient véhiculés sur les réseaux sociaux, perdre le poids d'être assis trop longtemps, etc., ça peut effectivement avoir eu un impact. Donc, qu'est-ce que vous voyez à Sainte-Justine? Ça, vous avez vu une augmentation, mais quand les jeunes arrivent vers vous, ils proviennent de où? Puis c'est quoi vos constatations au départ? C'est sûr, en fait, ce qu'on voit, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Josée, toi, tu dis souvent ça, hein, la pointe de l'iceberg, ce qu'on voit. Oui. Oui, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Donc, quand on pense, par exemple, aux troubles alimentaires dans la population, les données ne sont pas faciles à trouver. Puis je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on dit que la prévalence, donc le nombre de personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire dans la population, pour l'anorexie restrictive, c'est 1 % de la population. Puis
pour la boulimie, on dit que c'est 3 fois plus élevé. Chez les adolescents, là, ces Oui. statistiques-là. Pour la boulimie, c'est 3 fois plus élevé. Mais ces statistiques-là, d'abord, sont variables. Donc, si vous allez lire une étude américaine, si vous allez lire une étude canadienne, peu importe, ça va varier selon la population qui est étudiée, ça va varier selon qu'est-ce qu'ils considèrent comme de l'anorexie, les critères diagnostiques. Bref, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte que le chiffre va changer. Puis ce qu'on sait, c'est qu'en fait, les gens qui consultent, c'est vraiment une minorité. Puis les gens qui consultent à Sainte-Justine dans un service très spécialisé, c'est encore plus une minorité que les gens c'est qui les plus malades, là, mais ça ne veut pas les gens dire qu'il n'y en a pas plein d'autres qui n'ont pas consulté. Puis, pour donner une idée, les jeunes qui vont avoir ce qu'on appelle une alimentation désordonnée ou des préoccupations en lien avec l'alimentation, on dit que c'est plus que le corps des jeunes. C'est vraiment beaucoup. Donc, oui, peut-être le 1 c'est ce qu'on voit, nous, à la clinique, mais il y a beaucoup plus de jeunes qui souffrent ou qui ont des enjeux en lien avec l'alimentation que ce qu'on voit, en fait. Donc, c'est dur à calculer, c'est dur à préciser parce qu'on n'envoie pas des questionnaires dans le vide en disant non, un trouble alimentaire, as-tu des pensées en lien avec l'alimentation? Mais c'est beaucoup plus présent dans la population que ce qu'on voit. Moi, je peux le confirmer aussi là, par rapport à ce qu'on voit chez ANEB. On est de plus en plus sollicité pour aller faire des conférences dans les écoles. D'ailleurs, l'année dernière, ça a augmenté de 150 %. Ça, c'est les demandes pour aller parler dans les écoles parce que les intervenants, les enseignants sont préoccupés parce qu'ils voient de plus en plus de jeunes, justement, qui n'ont pas nécessairement des troubles alimentaires diagnostiqués, mais des préoccupations excessives, de plus en plus, exercices excessifs, se mettre au régime, pas manger, donc énormément de préoccupations. Donc, je confirme. C'est vrai parce que toi, tu vas le voir, parce que vu qu'on est... ANEB est un organisme de première ligne, ils vont... Souvent, les gens vont commencer à prendre le contact là avant. Parce que par le temps que tu te ramasses avec des ressources spécialisées, on s'entend que tu es plus avancé dans le trouble alimentaire, malheureusement. Puis justement, comment on reconnaît auprès de notre jeune le trouble alimentaire? Parce que ça ne se promène pas avec une étiquette. Alors, c'est quoi les signes auxquels on devrait être attentif? C'est une vraiment bonne question. Puis un des messages principaux que je voulais envoyer, c'était les parents sont les premiers témoins des changements des comportements au niveau de l'alimentation. Donc, je dirais que comment on le reconnaît, c'est comment les parents devraient le reconnaître. Ça, c'est mon message principal. En fait, bon, si on sépare un peu les troubles alimentaires, si on regarde spécifiquement l'anorexie, c'est une maladie qu'on appelle insidieuse, donc qui s'installe doucement, tranquillement, sans faire de bruit, puis qui part souvent de bonnes intentions. Oui. Je veux me mettre en santé, je veux manger plus santé, je veux faire plus d'activité physique. Puis souvent, c'est des comportements qui vont être encouragés par les parents. Puis c'est pas une mauvaise chose parce que c'est pas tous les jeunes qui veulent manger plus santé ou faire plus d'exercice physique qui nécessairement vont développer une anorexie alimentaire. Ouais. Donc, c'est pas parce qu'on a encouragé notre jeune en disant « Wow, bravo, tu t'es mis à l'activité physique » que c'est vous qui avez causé l'anorexie. Ça, c'est un message clair que je veux envoyer aussi. Mais on sait que chez une certaine portion des jeunes, bien, ça va aller plus vers le penchant, trouble alimentaire, plus envahissant, puis c'est là que ça devient un problème. Donc, c'est sûr qu'au niveau physique, il y a des changements importants qu'il faut être capable de reconnaître. Donc, jusqu'à 18 ans, la courbe de croissance, elle augmente. On prend de la masse au niveau des os, on prend de la masse au niveau du cerveau. À l'interne aussi, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Donc, jusqu'à 18 ans, la courbe est supposée aller vers le haut. Fait que si un jeune arrête de prendre du poids ou perd du poids, déjà, c'est quand même sa courbe. C'est ça. Déjà, quand même, c'est un drapeau important qu'il faut soulever. Aussi, il y a des changements au niveau physique comme plus de fatigue, perte de cheveux, avoir plus froid, puis l'arrêt des menstruations aussi, qui est un signe assez important qu'il faut être capable de reconnaître qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire que le corps n'a pas assez de nutrition pour être capable d'avoir les menstruations. De faire toutes ses fonctions. De faire toutes ses fonctions. Donc, c'est quand même significatif. L'autre chose, au niveau des comportements, donc quand ça commence à prendre toute la place dans la vie de votre jeune, c'est qu'on est dans quelque chose de moins sain. Quand on est... quand les amitiés sont mises de côté, quand les activités, les passions, les choses qui sont faites pour le plaisir sont mises de côté, ça aussi, ça devrait être quelque chose qui devrait mettre la puce à l'oreille, des signaux d'alarme. Bon, en fait, il y a ça, mais il y a aussi, je voulais mentionner que le rendement scolaire n'est pas toujours affecté. Il y a certains qui vont dire, mais performe bien à l'école malgré tout, fait que je me suis pas inquiétée. Donc, des fois, même, le rendement scolaire peut s'améliorer durant un trouble alimentaire. C'est des choses qu'on peut voir
parce que ça vient avec certaines rigidités. Oui, ou... c'est beaucoup dans la performance. Dans la Surtout si on parle de performance, l'anorexie, exactement. il y a une composante dans cette maladie-là qui est beaucoup dans la performance. Puis des fois, la personne qui est atteinte va retrouver un plaisir à performer beaucoup Ouais. à l'école aussi, C'est ça, donc, satisfaction c'est là-dedans. plutôt Ouais. les autres sphères. Est-ce que les amis sont moins présents? Est-ce qu'on sort moins avec les amis? Parce que les amis vont au restaurant, puis ci, puis ça, puis c'est difficile pour nous d'y aller. Ce genre de choses-là. Puis finalement, je dirais, bien, si vous intervenez, puis que ça ne fonctionne pas, puis que vous essayez de changer des choses, puis que là, ça ne marche pas, bien, c'est sûr qu'il faut aller chercher de l'aide supplémentaire. Puis pour la boulimie, juste glisser un petit mot, parce que c'est très différent, en fait. Ça s'exprime de façon différente. Ça s'exprime vraiment de façon différente. Puis la boulimie, en soi, est associée avec une grande détresse, l'anorexie aussi, mais la boulimie vient avec beaucoup de culpabilité et de honte. C'est plus à cause des mécanismes compensatoires. C'est plus la perte de contrôle qui cause ces sensations-là de culpabilité et de honte. Puis ça peut venir avec des petits changements comme passer beaucoup de temps dans la salle de bain après les repas, cacher des emballages d'aliments dans la chambre, des aliments qui disparaissent du garde-manger puis qu'on n'a pas remarqué. Donc ça, c'est des petits indices. Puis c'est sûr que les patients qui souffrent de boulimie, les changements physiques sont souvent moins visibles que les patients qui souffrent d'anorexie. Des fois, la perte de poids n'est pas nécessairement associée non plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose de grave qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose de grave qui se passe. Donc, il faut quand même être vigilant puis faire attention à ces petits signes-là, puis surtout à la détresse qui vient avec. Parce que c'est très, très, très souffrant. Oui. Puis tu sais, d'adresser ça de façon douce avec de l'empathie, de la bienveillance, puis de miser vraiment sur l'inquiétude. Tu sais, ça m'inquiète ce que tu vis, j'ai vu ça, ça m'a inquiété, est-ce qu'on peut s'en parler? Puis de faire ressortir ça pas comme un contrôle parental. Essayer de ne pas être dans le jugement, c'est Exact. ça, comme on dit. Ça revient souvent. Puis notre jeune, est-ce qu'on peut dire aussi que le parent, il y a une petite voix souvent, puis le parent va être le premier à le regarder, mais des fois, l'entourage peut dire « Ben non, c'est normal qu'à cet âge-là, ils veulent être plus en santé, etc. » Mais quand la petite voix parle, puis dit « Non, pas à ce niveau-là, c'est pas normal. » Moi, on connaît notre enfant. Moi, j'aurais le goût de dire, puis c'est pas un avis médical, mais d'écouter la petite voix, puis t'es mieux d'être plus du côté sûr, puis aller peut-être consulter que d'attendre que ça soit installé. Oui. Puis là, c'est flagrant. Alors, peut-être de se faire confiance comme parent, qu'on voit des signaux, puis des fois, puis si ça commence à nous chicoter, c'est parce qu'il y a quelque chose. Oui, non? Puis comme Absolument. on a parlé, ça s'installe tellement doucement Oui. des fois qu'on s'en rend pas compte. Oui. Le quotidien est un peu différent de jour en jour, mais ça glisse doucement. Fait que ce que je dirais aussi, c'est que l'intervention précoce, Oui. agir très tôt, C'est plus difficile. C'est très difficile, mais c'est un des facteurs qui assure un meilleur pronostic. Donc, un devenir favorable chez les jeunes, c'est l'intervention précoce. C'est Donc, pour ça que le parent est mieux de dire, je vais consulter même si, dans le fond, il n'y a peut-être rien. Peut-être qu'il n'y a rien, mais mieux vaut être sûr. Oui, mieux vaut. mieux Puis faire, des fois, oui. ça peut aider à juste empêcher le trouble alimentaire de prendre complètement le contrôle, d'avoir un peu ce soutien-là Oui. plus tôt, avant qu'il oui. soit bien installé, que ça ait pris... si c'est plus tard, c'est pas grave. Ça veut pas Non. dire que ça va mal aller. Mais c'est sûr que s'écouter, puis écouter cette petite voix-là de parents, que vous le savez qu'il y a quelque chose qui se passe, mais c'est ce qui est important. C'est ça. Faites-vous Faites-vous confiance là-dedans comme parent. C'est quoi la durée, Dina, la durée moyenne d'un TCA, là, un trouble de la conduite alimentaire chez un jeune? C'est vraiment une bonne question. C'est sûr que ça vient pas avec une réponse. C'est ça. Mais mes réponses ont l'air longues, sont pas simples parce Non. que c'est pas quelque chose qui est très simple. On peut répondre oui ou non. J'aurais tendance à répondre en disant, on parlait pronostic tantôt, là, donc Oui. pronostic qui est le devenir du patient. Chez les adolescents, on a tendance à dire que le pronostic il est très bon. Les derniers chiffres qu'on a, c'est 60% des patients vont s'en sortir complètement, 20% vont s'en sortir, mais avec un petit peu des séquelles, mais ils vont s'en sortir quand même, donc c'est quand même 80%. Puis 20% vont rester avec des difficultés au niveau de l'alimentation, ce qui est différent des chiffres que peut-être vous avez entendus en adulte. Puis on dit qu'environ 1 an après la consultation ou la prise en charge, le patient a retrouvé la santé, puis les menstruations reviennent dans l'année suivante. Fait que c'est à peu près ça nos durées moyennes. Par contre, c'est pas ça que je veux qu'on retienne ou que les parents retiennent, parce que quand on voit un patient devant nous, c'est pas un chiffre, c'est pas une statistique. Puis on peut pas savoir dans quelle direction ça va aller. Fait que ce qu'on va dire aux parents quand ils nous demandent cette question-là, c'est plutôt,
Nous, ce qu'on va faire, c'est mettre 100% des chances de ton côté pour que tu t'en sortes. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que chaque patient, patient est différent. C'est 100% des... C'est ça. Il y a quand même... On met toutes les chances de son côté. Fait qu'on faut regarder 100%. Ouais. De toute façon, on parle comme ça de combien? C'est peut-être pour que les personnes retiennent qu'il y a un message d'espoir. C'est que... En fait, c'est absolument ça. Il y a des gens qui disent, tu restes toujours pris avec puis ça pour toute la vie. Puis on l'entend souvent, ça. Mais moi, ce que j'entends, c'est il y a quand même une majorité de jeunes qui s'en sortent complètement. On peut guérir d'un trouble alimentaire. C'est ça qui... Puis on veut pas aussi qu'il y ait une période de temps parce qu'on en parlait même avant de commencer notre enregistrement, mais il y a des gens que des fois, ça va avoir été du long terme et ils s'en sortent quand même. Donc, c'est pas vrai qu'après un certain nombre d'années, tu peux pas t'en sortir. Là, c'est sûr que le message s'adresse aux jeunes, mais nous, ce qu'on veut retenir, c'est que il y a un message d'espoir. Tu peux toujours guérir d'un trouble alimentaire. Puis c'est ça la statistique que nous, on donne, en fait. Parce que on va mettre 100% des chances de ton côté, de votre côté comme famille, pour que vous puissiez vous en sortir. On va tout faire pour que ce soit la guérison qui soit visée. Peu importe. Parce qu'on ne peut pas prédire, pour toi, ça va durer plus longtemps, pour toi, ça va durer 4 ans. Dans le fond, on ne le sait jamais. Non. Des fois, c'est ça, puis d'un jeune à l'autre, ça va se passer différemment, il va y avoir quelque chose. On parle d'un déclic, mais moi, je me souviens, je pense que c'est toi, Josée, qui m'avait dit ça, que dans le fond, le déclic, c'est que la personne, elle accumule des briques. Tu sais, le jeune, il va accumuler des outils avec le temps, puis il y a puis éventuellement, là, il est prêt à dire, OK, puis il y a une guérison qui s'entame. Puis là, pour les gens de l'extérieur, ça peut avoir l'air de déclic, mais il y a beaucoup de cheminement qui s'est fait vers ça. Là. Chaque outil, chaque fois qu'il y a une intervention, le jeune retient quelque chose de ça. Fait que, on chemine tout le temps vers la guérison. Ouais. C'est ça que moi, j'avais retenu. Puis justement, les parents qui nous entourent, là, comment ils peuvent soutenir leur enfant? C'est pas évident. On sait souvent, ce qu'on entend, c'est qu'il y a un changement au niveau de la personnalité du jeune, surtout quand il est plus avancé dans son trouble alimentaire, puis ça amène beaucoup de conflits. Quel rôle le parent peut avoir là-dedans, puis comment il soutient son enfant ou son adolescent? Je suis bien contente de cette question parce qu'en fait, chez les adolescents, l'intervention, c'est une intervention familiale. Le traitement pour le trouble alimentaire chez les adolescents, ça s'appelle la thérapie familiale, thérapie basée sur la famille. Les parents jouent vraiment un rôle central au niveau de la prise en charge, au niveau du soutien aux jeunes. Donc, l'encadrement au niveau alimentaire, le soutien au niveau alimentaire. Les parents sont vraiment très, très, très investis. Puis l'investissement parental est aussi un facteur de bon pronostic. Donc, des parents qui sont soutenants, qui sont présents, qui comprennent bien le trouble alimentaire puis qui vont assurer un certain cadre au niveau de l'alimentation, ça va vraiment beaucoup. Oui, contrairement à un adulte qui n'a pas accès nécessairement à ça. Exactement. Puis il y a l'avantage que, à 15 ans, tes parents, ils prennent encore des décisions dans ta vie. Tu n'es pas autonome à prendre des décisions 100% dans ta vie. Donc, au niveau de l'alimentation, si c'est plus difficile, tes parents peuvent t'aider temporairement le temps que ça aide dans la bonne direction. Fait que ce qui a été démontré, étudié, prouvé, c'est vraiment l'intervention familiale. Puis c'est un peu ça l'approche qu'on veut encourager. Donc, moi, j'ai un exemple. J'ai une jeune, là, je le sais, là, qu'elle commence à un début de... On sent qu'il y a un début d'anorexie, de la restriction alimentaire. Okay, puis je suis la maman. Puis là, ma jeune, il y a beaucoup de confrontations parce que moi, j'essaie de lui demander de manger. Je trouve qu'elle ne mange pas assez, etc. Quel conseil qu'on donnerait à un parent? Bon, premièrement, j'imagine, c'est de consulter puis d'aller chercher de l'aide extérieure parce qu'on ne peut pas porter ça sous nos épaules. Puis demain matin, on ne devient pas un spécialiste du trouble alimentaire. Non. Moi, j'aime bien le concept de responsabilité partagée. Donc, les jeunes et les familles ont une équipe traitante, une équipe soignante, peu importe où. Puis cette équipe soignante-là porte certaines décisions au niveau médical, par exemple au niveau des pesées ou des signes vitaux. Puis on dit on va dans quelle direction, c'est quoi qui est important, il faut augmenter les apports, telle chose, des ajustements un peu au niveau de la nutrition. Ça, c'est la responsabilité de l'équipe médicale. Les parents, eux, ont la responsabilité d'appliquer les conseils de l'équipe médicale. Donc, c'est les parents qui sont responsables de nourrir le jeune de cet aspect-là. Puis le jeune, lui, a la responsabilité de manger ce que les parents lui donnent. Donc, ça évite un petit peu les conflits par cette triangulation-là parce que les parents font ce qu'ils ont à faire de ce qui a été demandé par l'équipe médicale. Ça leur enlève aussi ça aussi. C'est ça. Ils sont supportés dans cette décision-là. Ils n'ont pas tout sur leurs épaules. Si ton médecin m'a dit que c'était ça dont tu avais besoin, etc. C'est ça que je t'ai préparé. Moi, c'est ça que je t'ai préparé. Puis après, si le jeune
prend pas sa part de responsabilité dans cette responsabilité partagée, bien, il se réfère après ça au médecin qui va voir les conséquences naturelles de ça, dans le sens la santé qui va moins bien, tout ça. Ou au contraire, s'il applique, bien, c'est ça qu'on souhaite, bien, à ce moment-là, on va voir les répercussions positives. Ça va mieux, on va dans la bonne direction, la santé commence à revenir, tout ça. Donc, c'est un peu cette espèce de triangle-là que moi, j'aime bien refléter à la famille parce que les parents, souvent, ont l'impression d'avoir toute cette charge-là sur leurs épaules, mais le jeune a aussi sa part de responsabilité là-dedans. Dans l'approche familiale, oui, c'est les parents les piliers, mais il y a aussi... Ils sont pas seuls. Ils sont pas seuls. Il y a l'équipe qui les soutient là-dedans, évidemment, puis il y a le jeune aussi qui collabore. Qui doit prendre sa part de responsabilité. Au traitement, en fait. Puis je pense qu'on peut... Je sais pas si ça répond à la question. Oui, puis j'aimerais ça ajouter, je pense, un message qui revient tout le temps. C'est aussi aux parents d'aller chercher de l'information. Parce que quand on est informé, puis c'est aussi le but du balado, c'est de... Plus on a d'informations, plus on s'outille par rapport à ces maladies qui sont très insinueuses. Alors, de tout comprendre, des fois, on n'a pas besoin de devenir spécialiste, ça ne veut pas dire qu'on devient en charge. C'est juste pour mieux comprendre l'état aussi dans lequel notre jeune est. S'il y a un service qu'un parent peut se faire, c'est vraiment d'aller outiller. Je pense que aussi, comme parent, ça l'enlève un sentiment d'impuissance par rapport aux troubles alimentaires. Il y a certains parents qui vont se sentir déboussolés ou un peu c'est déboussolant. perdus dans une maladie qu'ils ne connaissent pas. Quand on n'a pas de proche qui vit avec l'anorexie ou un trouble alimentaire, c'est très, très difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre quand on est un peu parachuté dans ce monde-là. Oui. Donc, d'aller chercher des outils, des lectures, on fournit des outils. Les différents services spécialisés en fournissent aussi des outils aux parents, aux familles. La NEB en fournit beaucoup des outils. Donc, c'est important d'aller essayer de comprendre pour se sentir plus solide et outillé pour être là, présent pour le jeune, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est mieux, puis de se référer évidemment à l'équipe traitante qui est là pour accompagner. Mais justement, au niveau de la famille, comment on gère l'évolution de la maladie au sein de la famille? Parce que ça va évoluer. Souvent, on le dit, ça commence tout doucement, puis tout ça, puis là, d'un coup, ça passe à une autre étape. Et si on sait quelque chose du trouble alimentaire, c'est qu'il y a un impact pour toute la famille. Les repas deviennent des moments chargés de tension à chaque fois. Alors, c'est comment on gère l'évolution de la maladie? C'est sûr que la prise en charge d'un trouble alimentaire dans la famille, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ça, c'est bien de le dire. Même un ultramarathon. Un ultramarathon, puis ça prend du temps, de l'investissement au niveau émotionnel et physique de la part des parents et des autres membres de la famille. Ça peut être demandant, puis ça peut être difficile, effectivement. Parce que là, moi, j'ai l'air de dire que c'est bien facile, tout va bien. Non, je pense pas que c'est ça qu'on entend. Mais il y a des hauts et des bas. Le chemin est sinueux. Puis c'est vraiment important de garder le cap. De dire, je le sais que ce que je fais, c'est bon pour mon enfant. Je le sais que je m'investis que c'est ça qu'il faut que je fasse, que je m'investis pour la bonne chose. Puis, d'essayer d'enlever le focus au niveau de l'alimentation qui va prendre toute la place dans la maison. Donc, on va encourager souvent les familles à garder des moments de plaisir ensemble ou d'aller chercher des choses qui ne sont pas liées nécessairement à l'alimentation. Parce que des fois, ce qui peut arriver, c'est nous, on est obligé d'être avec toi pour les repas, fait que ça va être ça le moment qu'on passe ensemble. Oui, alors qu'on sait que les moments de repas, c'est pas le moment de plaisir pour une personne qui souffre d'un trouble alimentaire. Et c'est pas le moment de plaisir, c'est pas le moment non plus de communication, ou de tisser des liens, ou de bâtir une relation. Donc, d'avoir des moments de plaisir autres, des fois après les repas même pour changer les idées, ou des activités hors de la maison, faire des choses nouvelles, essayer des choses nouvelles qui vont un peu changer les idées ou distraire du trouble alimentaire, ça peut garder le lien puis permettre à tout le monde aussi de souffler un peu puis de garder le cap dans cette direction. Puis de faire attention aussi beaucoup à la fratrie. Je pense que vous avez un épisode là-dessus. En effet. Oui, c'est bien. Oui, tu le mentionnes parce qu'on les entend rarement. Ouais. Puis c'est sûr qu'ils ont un impact. Ce qu'on sait, c'est qu'ils vont essayer de s'effacer des fois parce qu'ils voient à quel point les parents sont préoccupés. Puis ça, c'est pas propre au trouble alimentaire. Non, ça doit être propre à toutes les maladies. Quelqu'un qui est malade. Une maladie qui s'installe dans une maison, en général, peu importe la maladie, va prendre de l'espace, va prendre de l'investissement de la part des parents. Donc, c'est important quand même de penser à la fratrie puis de passer du temps de qualité avec eux, puis de sentir qu'ils ont leur place. Puis ils ont le droit aussi de ressentir les impacts du trouble alimentaire sur leur vie, sur leur... Certain.
sur leur quotidien aussi, parce que ça s'immisce beaucoup dans le quotidien. Donc, ne pas les oublier dans toute l'équation. Dans toute cette équation-là. Toi, as-tu des choses que tu voudrais ajouter? Tu sais, je m'étais mis comme une note ici aussi, là, comme proche, comment on peut aider notre jeune. Mais c'est de se garder des moments de plaisir, comme on dit. C'est essayer, j'imagine, de garder le lien d'échange puis de discussion. Bien, moi, je trouve ça, deux choses. Je trouve ça, ce que tu dis, c'est de garder le cap, mais d'aller chercher de l'aide. On entend tellement de parents et de membres, des proches qui disent, tu sais, ça prend toute la place. Il y en a des personnes qui vont arrêter de travailler, qui vont faire des burn-out parce que ça prend toute la place. Mais de ne pas hésiter d'aller chercher de l'aide. Je pense que ça, c'est un message clé. Pour le parent, oui, tu as raison. Oui, pour le parent, parce que si c'est un marathon, ultramarathon, tu as besoin de ton énergie. Le but de l'équipe traitante ou du soutien externe, c'est justement d'aider à garder le cap, puis de faire voir la vision macro, parce que quand on est dans un creux ou que ça va moins bien ou que, tu sais, c'est des hauts et des bas, comme j'ai dit, mais quand on est dans un bas, des fois, on peut ressentir du découragement et on peut voir que le chemin est long. Hein? Oui. Mais c'est important d'avoir quelqu'un derrière nous qui nous dit c'est long, mais ça va bien aller, on va avancer, puis on va travailler ensemble, puis qui va aider à garder l'espoir. L'espoir, puis c'est ça, puis comme tu dis, de ne pas s'oublier. Ça, comme parents, à Sainte-Justine, on s'était fait dire, là, il faut que vous vous occupiez de votre couple, il faut que vous vous occupiez de vous. Puis moi, j'étais là, hey, moi, là, toute mon énergie donnée à ma fille, c'est là que ça va, mais tu te rends compte à quel point c'est des conseils judicieux quand tu passes beaucoup de temps dans le trouble alimentaire, puis là, ça suce toute l'énergie. Si tu veux, c'est comme moi, je fais tout le temps l'analogie du masque dans l'avion à oxygène. Ils disent toujours de mettre ton masque avant. Si tu veux être là pour ton jeune, c'est correct de s'occuper de soi. C'est pas un moment de... Si on peut être culpable, se sentir coupable comme parent, si tu prends du temps pour toi alors que ton enfant est vraiment malade, c'est comme culpabilisant, mais non, tu le fais pour pouvoir soutenir, être là pour la famille plus longtemps. Donc ça, je vous dirais, c'est un conseil à ne pas négliger. Tout à fait. Puis pour être capable d'être disponible pour quelqu'un d'autre, il faut d'abord être capable de s'occuper de soi-même. Oui. Donc, c'est vraiment important que les parents soient en mesure d'être disponibles psychologiquement, émotionnellement, physiquement pour leurs jeunes. Comme j'ai dit, c'est tellement important dans le traitement à la place des parents qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des parents qui sont épuisés à bout de souffle. Il faut les accompagner là-dedans, il faut les soutenir là-dedans. Puis c'est tellement, tellement, tellement important. Tellement important. Ouais. Mais comment, justement, on peut s'aider? Comment on peut s'aider comme parents? Avez-vous des conseils? Là? C'est sûr que là, on n'est pas dans le nécessairement médical, mais... S'informer. On le dit depuis le début. Je ça pense ressort par tout le monde. C'est le conseil qui ressort le plus. C'est quoi? Oui. C'est de ne pas être dans l'isolement. C'est vrai, hein, ça isole beaucoup. La personne qui souffre va s'isoler, mais les proches aussi. Et les proches aussi. Donc, c'est pour ça que souvent, on encourage les familles, les proches de participer à des groupes de soutien, de rencontrer d'autres familles, d'échanger avec des gens de confiance aussi. Ça fait du bien. De parler de comment qu'on se sent avec d'autres personnes qui comprennent, donc avec qui on a un lien de confiance. On sait qu'ils vont le recevoir, pas comme « Ben non, c'est correct, pourquoi elle ne fait pas juste manger? » pas ce genre on n'a pas besoin de ce genre de commentaires-là. Exactement. Ouais. Je pense que ça, c'est des choses qu'on peut faire pour s'aider. J'irais tout à fait dans la même direction, là, d'aller chercher du soutien, de ne pas se sentir seule là-dedans, de prendre soin de soi aussi, c'est très important. Puis d'en parler, hein? Parce que on le sait, la raison pourquoi nous, on en parle en ce moment entre nous, c'est en partie aussi pour enlever les tabous. Exact. Il y a encore beaucoup de tabous parce que c'est un enjeu de santé mentale. Tout ce qui est santé mentale, on n'est pas rendu où on aimerait être rendu. Donc, comme tu dis, d'en parler aux personnes de confiance. Puis pour ça aussi qu'il y a des groupes de soutien pour les proches chez ANEB, parce que quand tu es entouré de gens qui vivent des problématiques similaires aux tiennes, tu te sens beaucoup moins seul. Mm-hmm. Ça ressort vraiment beaucoup dans les groupes qu'on voit. Nous, c'est OK, maintenant, il y a quelqu'un qui comprend ma réalité, quelqu'un qui traverse des choses semblables, avec qui je peux échanger. Donc, c'est sûr que moi, je vais prêcher pour ma paroisse, là, mais c'est ça que j'encourage fortement les gens à participer à des groupes si possible. Bien, ça fait du bien. Parce que c'est tellement particulier, le trouble alimentaire comme tel, que des fois, tu as l'impression que les gens ne comprennent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être dans l'écoute, puis ils ne sympathisent pas avec ce que la famille vit, mais tu as l'impression qu'il y a une composante qu'ils ne comprennent pas. Tandis que quand tu es avec des gens qui vivent la même chose que toi, tu te dis, OK,
Les autres, ils comprennent. Exactement. Ils comprennent quand c'est la guerre. Je pense qu'avant qu'on se quitte, là, il y a quelque chose sur lequel on voulait revenir parce qu'on s'en était parlé même avant l'enregistrement. On n'a pas spécifié pourquoi c'est aussi important à l'adolescence d'aller chercher de l'aide. C'est toujours important, pas juste à l'adolescence, mais il y a des impacts particuliers qui sont liés à l'adolescence, Dina, par rapport aux troubles alimentaires. Oui, bien, en fait, on le sait que les troubles alimentaires, comme l'anorexie restrictive et la boulimie, font partie du manuel diagnostique de santé mentale. C'est un problème de santé mentale, Oui. effectivement, mais ça a des impacts physiques qui sont vraiment significatifs. On le sait que quand on perd beaucoup de poids, que le corps n'a pas assez de nutrition, bien, le cœur peut ralentir, ça peut avoir un impact sur le développement du cerveau, ça peut avoir un impact sur le développement des os, la croissance. Donc, au niveau du développement physique, on sait que la santé osseuse, par exemple, Oui. les années les plus importantes pour aller chercher de la santé osseuse, c'est jusqu'à l'âge de 25 ans. Après ça, ben, c'est difficile d'aller chercher plus de santé osseuse. Puis l'adolescence est un moment super important pour aller construire nos os, pour construire notre santé physique, pour grandir aussi. Oui. On a des centimètres à aller chercher. Oui. Donc, au niveau du développement physique, quand on arrête ça, quand on met ça sur pause, C'est toutes des choses comme un risque. C'est des choses qui sont un risque. Ça a un impact significatif sur le développement physique, mais aussi sur le développement psychosocial, le développement de l'identité. Je pense qu'on en avait parlé un peu, mais l'adolescence, c'est une période charnière. Tu l'as dit au début, où les jeunes construisent leur identité, ils développent leur passion, ils développent leur cercle d'amis, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Puis le trouble alimentaire vient un peu leur voler ça. Oui. Puis nous, notre but, c'est d'amener le jeune à travers l'approche familiale. Oui, ça peut sembler restrictif, tout ça, mais c'est restrictif au niveau de l'alimentation, mais c'est justement d'amener le jeune et la famille à essayer de donner le plus de latitude possible dans le reste des sphères pour que le jeune retrouve des choses qui lui font plaisir, les passions qu'il veut développer, puis les passions qu'il a perdues aussi à cause du trouble alimentaire, les amis aussi, son identité propre. Puis à travers tout ça, d'aller gruger un petit peu dans l'espace que le trouble alimentaire prend dans la tête pour finalement s'effacer puis apprendre à vivre une adolescence normale. C'est pour ça que c'est encore plus important qu'il y ait consulté pour le plus rapidement possible les parents de retenir ça parce qu'il y a un impact réel au niveau de la santé physique et on le dit, psychosocial, dans des années charnières. C'est des années charnières. C'est la trajectoire de vie qui donc, est importante n'hésitez pas, à l'adolescence. le message encore plus, c'est aller chercher de l'aide. Je pense qu'on a touché à beaucoup de points. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'informations sur le site anebquebec.com/balado. Il va y avoir beaucoup d'informations en lien avec l'épisode et le balado complet, Josée. Je pense que tu vas aller exactement. mettre il y a des liens supplémentaires. Alors, parce que c'est sûr que nous, on amorce une première discussion, mais il y a beaucoup d'informations que vous pouvez aller chercher là-dessus. J'aimerais remercier la docteure Dina Moubayed pour tes connaissances, d'avoir partagé avec nous ce matin, puis aussi pour le travail que tu fais auprès des jeunes. Merci. Je pense que justement, notre prochain épisode, on parle d'outils concrets pour les proches avec Lucie Bélanger, qui est intervenante chez ANEB. Oui. Alors, merci d'être à l'écoute. Vous faites un premier pas pour vous aider, puis aussi aider votre proche qui souffre d'un trouble alimentaire. On vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. Le but de ce balado est d'apporter de l'aide et de l'information aux proches d'une personne qui souffre d'un trouble alimentaire. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas à souffrir en silence. Pour de l'aide additionnelle, ANEB offre une ligne d'écoute, du service de clavardage, de texto, ainsi que des groupes qui sont spécifiquement conçus pour les proches. Pour plus d'informations, visitez anebquebec.com. Ce balado a été produit et réalisé par Sophia Zito Productions.